Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'actualité WWE de la semaine, c'est Total Catch News numéro 25. On commence avec Austin Theory, le champion des États-Unis, et justement, ça concerne son règne de champion des États-Unis. Eh bien, c'est tout simplement le plus long règne de champion US depuis 10 ans et depuis Dean Ambrose. Eh oui, Dean Ambrose, on te salue. Mais ouais, 10 ans que un champion US n'avait pas gardé ce titre pendant plus de 220 jours, si je dis pas de bêtises, pour Austin Theory. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette information ? Déjà, ça montre qu'il y a moins d'instabilité en termes de booking sur les titres globaux. Vraiment, ça c'est ce qu'on a pu remarquer chez Triple H. C'est un gros point positif. Clairement, depuis que Triple H est en place, les titres ne changent pas toutes les semaines. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Forcément, on a le titre intercontinental de Gunther qui est un gros exemple. Austin Theory avec son titre US aussi. Bon, Roman Reigns, ça avait déjà débuté avec Vince McMahon, donc c'est pas la même chose. Et on a Seth Rollins qui commence son règne, mais ça c'est le côté positif, mais en point négatif forcément, est-ce que c'est un règne qui nous a marqué ? Bah pas réellement, voire pas du tout. C'est un règne assez moyen, j'ai envie de dire médiocre même sur sa deuxième partie. Sur la première partie, il y a des choses intéressantes avec forcément ce match et cette histoire face à Cena. C'était pas mal, mais la deuxième partie est assez horrible où vraiment il est absent, il n'a pas d'adversaire, il n'a pas de grosse histoire. Bref, un champion US qui, certes, en termes de statistiques, marque les esprits, marque l'histoire, mais qui réellement sur le papier, quand on regarde ce qu'il se passe chaque semaine du côté de SmackDown, il ne se passe pas grand chose. Donc voilà, c'est quand même une grosse stat. Maintenant, est-ce qu'il va aller encore plus loin ? Ça, les prochaines semaines nous le diront. On passe à une interview des Usos, une interview faite par Ariel Helwani, qui fait toujours de superbes interviews. Récemment, il y a eu Cody Rhodes. Là, avec les Usos, il y a eu Sami Zayn quand c'était aux alentours de MSN Chamber. C'est toujours vraiment hyper intéressant ces interviews parce que ça mélange kayfabe et non kayfabe, donc c'est hyper intéressant. Et les Usos qui ont révélé ça finalement. Alors est-ce que c'est vraiment une grosse révélation ? Je ne sais pas, mais je tenais à le mettre quand même dans l'actualité de la semaine WWE. Et bien tout simplement ils nous ont dit qu'ils leur rêve tout simplement aux deux, c'est de s'affronter en 1 contre 1 du côté de WrestleMania. Franchement, il y a quelques années, ils auraient dit ça, j'aurais dit oui bien sûr, personne n'en a quelque chose à faire. Aujourd'hui, clairement, c'est une possibilité. Clairement, de voir les deux Usos s'affronter à WrestleMania un jour. Les deux ont quoi, 37 ans, je crois. Vu que c'est des frères jumeaux, je crois qu'ils ont 37 ans. Ils ont environ la même âge. Je crois qu'ils ont le même âge que Roman Reigns. Donc 37-38 ans. Donc, ils sont encore pas vieux du tout. Donc, il leur reste quand même pas mal d'années dans le business, si tout se passe bien. Donc, franchement, ouais, c'est pas une possibilité à écarter. Et sur le papier, là aussi, à voir comment ça sera mené. Ah ouais, c'est quand même cool d'avoir deux frères jumeaux qui vont s'affronter dans un match à WrestleMania. On avait cette année donc Dominic Mysterio face à Rey Mysterio, père contre fils, c'était génial. Alors imaginez frère contre frère, on avait eu à l'époque forcément les frères Hardy. Dans mon souvenir, je le dis toujours et on contredit là-dessus, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Dans mon souvenir, c'était pas des bons matchs, les matchs Hardy contre Hardy, dans mon souvenir, encore une fois, ce n'est que mon avis. Là, les Usos, ça pourrait être autre chose, mais en tout cas, je trouvais cette anecdote assez sympathique. On va parler encore une fois d'une interview qui a été donnée par une superstar de AEW. Alors là, vous vous dites, ok, mais ça n'a aucun rapport avec la WWE, c'est vrai sur le papier, mais donc c'est Malakai Black, plus connu sous le nom de Aleister Black du côté de NXT et de Raw et SmackDown, le peu de temps qu'il a fait dans le main roster. Et c'est une interview intéressante parce qu'il va parler de Randy Orton. Forcément, c'est intéressant parce que c'est Orton. Non, mais pour le coup, sans second degré, c'est hyper intéressant ce qu'il nous dit. Je le cite, Randy est le plus grand. Je ne peux pas exprimer ce que c'est d'être sur un ring avec Randy Orton. Il est un cran au-dessus d'un général de ring. Il sait tout. C'est fou à quel point il est bon. Et je trouve ça hyper intéressant
parce que déjà, des compliments sur Randy Orton, ça fait plaisir. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas le premier, énormément de légendes parlent sur Randy Orton, parlant bien de Randy Orton, à quel point, quand tu es sur le ring avec lui, tout paraît facile, à quel point il est bon, à quel point il n'a pas besoin de faire grand chose sur un ring pour rendre les matchs bons, pour que ce soit intéressant. Et c'est vrai que c'est un débat qu'on a depuis des années sur Orton, sur le fait que il fait pas des matchs très flashy, il n'a pas des moves très flashy à part le RKO, il a rien d'extraordinaire Orton, mais tout est dans les détails. Et c'est vrai que en tant que fan, des fois tu ne peux pas ou tu ne vois pas ces détails-là. Et c'est vrai que quand tu vois énormément de légendes, de superstars qui ont été sur le ring avec Randy Orton, eh bien dire autant de bien de Randy Orton, j'ai l'impression que la vision des gens sur Randy Orton est en train de changer, en train de se dire, ok, peut-être qu'on a manqué quelque chose avec Orton, peut-être on l'a mis à une place qu'il n'était pas, peut-être que c'était pas un catcheur flashy ou quoi que ce soit, mais dans les détails, dans les petites choses, c'est là où il est excellent. Donc je trouvais cette interview assez intéressante de la part de Malakai Black. Encore une fois, bien sûr, on parle de Randy Orton, mais en enlevant ça, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de voir des gens qui ont été sur le ring avec Orton, eh bien, parler en bien de cette légende. Allez, petite information cette fois-ci donnée par le compte WRKD qui est plutôt fiable, voire très fiable, qui nous parle de Grayson Waller et justement il nous rapporte ce qui s'est passé à SmackDown, forcément le match entre Waller et Edge qui a été très apprécié par la WWE et justement ça confirme que la WWE a des gros plans pour Grayson Waller et croit énormément en lui. Il lui voit des qualités sur le ring et des qualités au micro et il le voit comme possible futur main eventer donc dans les années à venir. Je crois que Waller a 34 ans, quelque chose comme ça, donc là aussi c'est pas très vieux, voire pas du tout, et il est assez frais dans le business, donc ça change quand même pas mal de choses. Il n'a pas cette vieillesse, il n'a pas ce côté vétéran ou quoi que ce soit, non, il a débuté sa carrière il y a très peu de temps et on s'en doutait un peu, honnêtement, c'est pas une énorme surprise de voir que les officiels de la WWE croient énormément en Waller, parce que si tu regardes les derniers segments, Waller, segment avec Cena, segment avec Edge, match avec Edge, c'est pas donné à n'importe qui. J'en ai déjà parlé pour Money in the Bank, mais quand tu es face à Cena, quand on te met face à Cena au micro, c'est qu'on croit en toi. C'est qu'on vraiment croit en toi, surtout à Money in the Bank, surtout à Londres, etc. Et forcément, là, le match avec Edge, le segment avec Edge, forcément, ça grandit les choses, j'ai envie de dire. C'est à un niveau encore pas plus élevé que Cena, mais là, on est dans le weekly, on est sur quelque chose qui va marquer un match. Ses débuts à SmackDown, dans le main roster, dans un match, c'est face à la légende Edge, c'est pas n'importe quoi. Donc ouais, je suis content de cette nouvelle, j'aime beaucoup Waller. Tout ce qu'il a fait du côté de NXT 2.0, c'était génial et ça a déjà laissé présager ce genre de choses pour le roster principal. Il y a eu des choses moins bonnes dans ces Grayson Waller Effect et on l'a dit ces dernières semaines. Là, sur les 2 dernières semaines, je trouve ça très bien. Donc on espère que ça va aller que vers le positif. Pour parler justement du dernier SmackDown, eh bien, on l'a vu, le premier segment de la soirée où il y avait la Bloodline, eh bien, a duré beaucoup, trop longtemps en tout cas. C'était pas planifié par la WWE qu'il dure autant de temps. Voilà, le segment a duré entre 30 et 40 minutes et la WWE avait prévu 5-10 minutes de moins. Et ce qui a changé des plans. Voilà, on a vu des matchs qui ont été modifiés. Le AJ Styles Karrion Kross qui a été raccourci. Alors, la situation est un peu floue autour de Karrion Kross qui semble quand même blessé au niveau de la jambe. Mais c'est surtout le segment avec les femmes qui aurait dû durer plus longtemps. Le segment entre Charlotte, Asuka, Io Sky et Bianca Belair, Bayley qui accompagnait Io Sky, eh bien aurait dû durer plus longtemps. Malheureusement, eh bien, le segment de la Bloodline a duré bien trop longtemps. J'en ai parlé lors de ma vidéo de SmackDown. Le fait que le segment de la Bloodline dure autant de temps, moi ça me va parce que c'est l'histoire principale depuis des mois et des mois. Donc ça me va. Et on atteint un pic presque jamais vu. Donc moi ça me va. Par contre c'est vrai que eh bien, ça laisse très peu de miettes aux autres. Et ça c'est compliqué à gérer. Donc en termes de booking c'est très compliqué. Maintenant honnêtement on aurait peut-être pu se passer d'un match. Je ne sais pas, le AJ Styles Karrion Kross qui aurait donné plus de temps peut-être aux femmes, je ne sais pas. C'est très compliqué à gérer ce genre de situation et je ne vais pas me mettre en tant que booker ou quoi que ce soit. C'est juste que, ouais,
tu as un segment qui a duré beaucoup trop longtemps et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il dure autant de temps. Mais ouais, c'est tellement l'histoire principale, j'ai envie de dire, de ce show, bien que ça me paraît quand même un peu logique. Et une dernière information pour se terminer, eh bien on a donc le top 5 des vendeurs de produits dérivés chez WWE en juin. On peut le voir quasiment tous les mois, en tout cas ça sort pas tout le temps, c'est vrai, mais on peut le voir environ tous les mois. C'est WrestleNomics qui finalement nous l'a mis sur les réseaux sociaux. En numéro 1, sans trop de surprise, Roman Reigns, voilà, c'est plutôt logique, pas de surprise. Il a un merch qui est vraiment très bon, ses t-shirts sont vraiment bien, donc c'est plutôt logique, c'est lui la superstar numéro 1, c'est lui le visage de la WWE, donc pas réellement de surprise. En numéro 2, pas une grosse surprise non plus, Cody Rhodes qui continue à vendre beaucoup, hein, malgré le fait que, eh bien, il était dans un épisode filler, entre guillemets, en affrontant Dominic. Eh bien non, il vend toujours autant. Et puis lui, il a sa ceinture qui doit, je pense, beaucoup marcher parce que je trouve que c'est vraiment très cool aussi comme objet. Donc voilà. En numéro 3, quelqu'un qui n'est plus actif, qui a fait un match il y a maintenant 1 an et demi, eh bien c'est Stone Cold. Stone Cold étant en numéro 3 et j'ai envie de dire, ça paraît assez logique aussi. Stone Cold, certes, n'est plus actif, mais toujours relié à WWE. Son t-shirt, je veux dire, il est classique. C'est un classique, c'est légendaire. Donc, je vois pas trop de surprise. J'ai vu beaucoup de gens s'étonner du fait qu'un Stone Cold Steve Austin soit là-dedans. Et d'ailleurs, je vais directement nommer le numéro 5. On parlera du numéro 4 avant, mais numéro 5, c'est la NWO. On est dans ce même genre d'histoire. C'est tellement classique, c'est tellement légendaire que ça se vend encore 20, 30 ans après. Ce qui est dingue. Mais pour moi, ça fait sens et je ne suis pas totalement étonné. Ça ne me choque absolument pas. Faut pas croire que nous, voilà, enfin quand je dis non, mais nous c'est notre génération, c'est-à-dire 20, 25 ans, 30 ans, peut-être qu'on ne va pas acheter ces t-shirts là, mais une génération de 35, 40, 45 va acheter ces t-shirts là. Moi franchement, ça ne me choque pas du tout. Et finalement le numéro 4, et c'est pour ça qu'on en parle, hein, sinon c'est une liste plutôt classique, eh bien le numéro 4 c'est LA Knight. Petite surprise quand même, certains pensaient que LA Knight, et au début moi aussi, hein, sur les premières semaines, bien n'était qu'une hype de réseaux sociaux. On l'a vu, le public répond présent tout le temps, vraiment tout le temps. Là, lors de SmackDown, il n'était pas lors d'un segment diffusé à la télé, mais il était au Madison Square Garden, il a eu un segment avec Hit Row, et il était ultra over. Ça fonctionne avec le public, et la meilleure manière de montrer que ça fonctionne, certes, c'est le bruit que fait le public, c'est ce qu'on entend à la télé, mais c'est aussi en termes de merch. Et ça, c'est hyper important que LA Knight soit numéro 4. C'est hyper important pour nous de se dire, ok, c'est pas une hype que de réseaux sociaux et c'est réel. Et surtout, c'est très important pour les officiels de la WWE qui, certes, on peut imaginer des bookings, on est bon en fantasy booking, nous les fans. Mais la réalité, c'est que si un catcheur ne fait rien vendre, il va pas être mis en avant à un moment donné. Et là, tu vois qu'LA Knight est numéro 4, et bah, je pense que ça peut aider. Je pense que clairement, ça peut aider LA Knight dans un futur proche à possiblement avoir un titre dans la mid-card, à possiblement avoir des feuds contre de grosses superstars, à avoir une mise en avant plus grosse, plus importante. Je pense que ça peut aider. En tant que fan, c'est cool, mais pour les officiels, ça peut être vraiment un gros plus et donc ça rejaillirait sur nous les fans parce qu'on verrait un LA Knight encore plus haut, encore plus important du côté de SmackDown. Donc je trouve que c'était vraiment une news très très intéressante, un peu surprenante. Franchement, numéro 4, c'est très gros, hein. Par exemple, dans cette liste, on n'a pas quelqu'un comme Seth Rollins. Alors, ça varie d'un mois à l'autre, hein. Seth Rollins est souvent dans le top 3. Sur les derniers mois, je l'ai vu dans le top 3, donc je ne suis pas non plus étonné, je ne suis pas non plus choqué. Mais en tout cas, de voir LA Knight dans ce top 5, ce n'est pas anodin. Bref, c'était donc l'actualité WWE de la semaine. J'espère comme d'habitude que ce genre de vidéo vous plaît. Moi, ça me plaît toujours autant de les faire. J'essaye d'être régulier. Alors, bien évidemment, la semaine dernière, il n'y en a pas eu parce qu'il y a eu Money in the Bank. Je ne me voyais pas sortir une vidéo en même temps ou quelques heures après. Ça n'avait pas de sens. Voilà. Donc, forcément, les semaines où il y aura des PLE, NXT ou main roster, forcément, il n'y aura pas de Total Catch News. Mais globalement, il y aura tout le temps des Total Catch News. J'essaye de m'y tenir, midi, dimanche, à chaque fois. Donc, soyez présents.
si vous êtes présent, forcément ça m'encourage, on va dire un peu plus, et forcément ça me donne un peu plus de force. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!